On va aborder la séquence suivante qui finalement ça va être un peu l'incarnation, hein. Là on va arriver un peu dans le concret de ce dont on a discuté de manière un petit peu large, un petit peu institutionnelle jusqu'alors. Là c'est finalement la concrétisation de tout ça avec Pierre Despenoux que j'invite à me rejoindre sur scène. Vous êtes CEO, parce on dit pas PDG. On peut ou pas? C'est pas la même chose, je vais vous expliquer la différence. Ah bah voilà, déjà on va commencer comme ça. De IM-Check Therapeutics. Asseyez-vous, je vous en prie. On parle des startups, ça y est? Allez, ça y est, startup. On rentre dans le dur? Voilà, on y est, on peut y aller. Alors quand on a échangé, vous disiez, on parlait tout à l'heure de la définition finalement de la deep tech. Je le cache à personne, vous n'avez pas 25 ans. Vous disiez en fait, moi je fais de la biotech. Je disais, pardon, j'ai pas compris la question. Vous disiez en fait que vous faisiez de la biotech avant. Oui, absolument. Oui, effectivement. La deep tech est pour moi une nouvelle dénomination de ce que, effectivement, j'ai toujours appelé la biotech. Mais je trouve que le concept de deep tech est assez intéressant parce qu'effectivement, il permet d'exprimer l'origine de l'innovation. Alors que l'origine de l'innovation, alors que j'ai 54 ans et j'ai plus de 15, quasiment 20 ans de Big Pharma derrière moi, l'innovation, à l'époque, elle était dans les labos. Aujourd'hui, dans les labos pharmaceutiques, j'entends, les sociétés pharmaceutiques. Ouais. Aujourd'hui, elle se situe dans les labos académiques, de manière beaucoup plus intéressante. Et donc, je vais vous expliquer un peu tout mon univers et mon quotidien. Mais effectivement, je trouve que cette dénomination de deep tech apporte quelque chose une granularité supplémentaire intéressante. Oui. Alors on va répondre finalement à l'intitulé de votre séquence, témoignage. Ma start-up va changer le monde de demain. Alors c'est très immodeste, mais il faut l'être parfois. IM-Check développe des anticancéreux, donc la promesse, pour le coup, j'espère qu'elle sera remplie. Vous êtes optimiste? Oui, alors donc effectivement c'est immodeste, mais c'est l'ambition de tout entrepreneur, des investisseurs qui les accompagnent, des chercheurs qui sont au démarrage de l'innovation, et également de l'industrie qui attend effectivement au bout de la chaîne la capacité de soit collaborer, soit de s'emparer et de développer ces innovations pour changer le paradigme, comme on dit, ou changer la donne, et notamment quand on s'adresse au traitement du cancer en particulier, effectivement, le traitement du cancer, par exemple du sein, même si c'est encore un véritable problème et que je ne le minimise pas, évidemment pas, sa prise en charge n'est plus la même d'il y a 10, 15, 20 ans. Avec des taux de survie qui sont évidemment bien supérieurs. Donc oui, nous avons cette ambition de changer la prise en charge de certains cancers et de potentiellement guérir les patients forever. En même temps, il faut être à la fois impatient et patient, puisque impatient parce que c'est le temps court, le développement, les levées de fonds, c'est un peu le quotidien des gens qui font votre métier. Et en même temps, c'est le temps long, c'est la recherche clinique, les phases, ça peut mettre 10 ans. En ce qui vous concerne, je veux dire. Ça ne peut pas mettre, ça met 10 ans. Ça met 10 ans. Aujourd'hui, un produit anticancéreux innovant dans le domaine de l'immunothérapie, qui est celui que je connais, c'est pas moins de 10 ans et pas moins de 500 millions d'euros, voire peut-être même jusqu'à 800 millions d'euros. Donc c'est une dimension effectivement colossale. Maintenant, la start-up est au démarrage de cette aventure. Sa mission n'est pas principalement de viser la commercialisation. Sa mission, c'est de développer le produit pour l'amener en clinique, valider sa safety, donc sa non-toxicité, et son efficacité à petite échelle. Ensuite, on s'entend sur ce qu'on appelle petite échelle et si la société souhaite continuer à développer à plus grande échelle elle-même ou pas, et en s'adossant soit à ce moment-là à des levées de fonds, notamment sur les marchés publics à travers des IPO, ou s'adosser à des groupes pharmaceutiques pour les aider à designer et accompagner les développements de l'efficacité à plus grande échelle, ce qu'on appelle les phases 3. Vous disiez tout à l'heure, vous avez c'est plusieurs dizaines d'années d'ancienneté dans Big Pharma, comme vous le disiez, commencé au Vietnam, etc. Vous qui travaillez avec les chercheurs, comment vous les
jugés par rapport à cette capacité d'innovation? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur manque? Pour poser la question de manière ouverte. Alors, je vais essayer de schématiser les choses avec une image un peu mentale. Pour moi, le succès est une forme de triangle. Chaque point étant représenté l'une par la recherche académique, je vais y revenir parce que c'est votre question. Ouais. La deuxième étant représentée par l'investissement. Et la troisième par, appelons-le, l'industrie, la Big Pharma. Donc ce triangle s'insère dans un cercle qu'on peut constituer de vertueux. Et au milieu se trouve la biotech, la start-up. La société qui va s'emparer de l'innovation, intégrer les financements, développer, enfin évidemment recruter les talents, etc., mettre en œuvre la mécanique pour ensuite s'associer avec l'industrie qui, au bout du bout, sera là pour commercialiser les innovations. Bien. Donc maintenant, je reviens au premier point du triangle. S'il n'existe pas, il manque un élément dans la chaîne de la création de l'innovation. Les innovations ne viennent pas toutes du monde académique, mais une énorme partie, en tout cas dans le domaine de la biotech, est issue du monde de l'académique. C'est le cas pour ImCheck. Notre fondateur scientifique, Daniel Olive, AMU, INSERM, CNRS, Institut Paoli-Calmette, établi à Marseille, trouve travaille sur une nouvelle super famille de récepteurs et avec des anticorps arrive à comprendre la biologie et l'activation qu'on peut, les systèmes d'activation qu'on peut en sortir, et se rend compte du potentiel. Donc il a eu quand même mais complètement. Ouais. Et pour poursuivre dans votre question, se rend compte, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut y revenir, mais se rend compte que le succès d'une telle molécule en devenir passera nécessairement par l'accompagnement et la création d'une société, son management, avec tout ce que ça veut dire. Et lui, dans son labo, il a beau être le maître du monde dans son domaine, il est aussi suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il a besoin de s'associer avec des gens qui vont l'aider. Voilà, donc là encore, entre la start-up et le fondateur scientifique ou le monde académique, il y a un lien extrêmement étroit qui perdure. Aujourd'hui, Daniel, il y est toujours dans son laboratoire. Il est collaborateur, conseiller scientifique. Il est conseiller scientifique de notre board clinique, mais nous avons une collaboration en dur avec son labo. Pour justement continuer à faire émerger d'autres idées, faire avancer des projets, etc. Donc, il vous a confié son bébé quelque part. Complètement. Ouais. Son bébé est devenu le nôtre. En fait, on avance ensemble. Et avec, évidemment, dans le background, les instituts académiques qu'il représente à travers ses travaux dans son laboratoire. Ce qui se synthétise en un seul mot, c'est la propriété intellectuelle. Absolument. Ce que nous, on fait, c'est valoriser cette propriété intellectuelle et qui, à un moment ou à un autre, deviendra exploitable. Et c'était naturel chez lui ou dans son laboratoire? Parce que quand on développe une molécule, j'imagine, dans son secteur de recherche, on se dit toujours qu'on va aller soigner quelqu'un à un moment donné. Oui, évidemment, le but d'un chercheur comme Daniel, c'est évidemment la thérapie. Il est médecin. Il est médecin. La réponse est dans la question. Voilà, il est médecin et au-delà d'être médecin, il est également un des membres de l'équipe d'immuno de l'Institut Paoli-Calmette. Donc une relation extrêmement forte avec le monde hospitalier. Donc son labo, vous savez, c'est ce chercheur clinicien qui utilise la data qui vient du patient pour continuer à chercher la data, à alimenter son pipeline académique qui, à travers, encore une fois, la start-up, et ça c'est un autre cercle vertueux auquel je tiens beaucoup, c'est que, en fait, du patient au patient. Nous utilisons des données qui viennent des patients, avec des instituts hospitaliers avec lesquels on a des relations, pour développer puis améliorer nos programmes pour ensuite qu'ils retournent chez les patients. Alors évidemment, c'est une autre génération de patients, certes, mais si on n'attaque pas avec une première génération, ce cercle ne se met pas en œuvre.
Merci beaucoup Pierre Despenoux. Ce n'est pas la dernière fois qu'on vous entendra aujourd'hui, puisque vous serez en compagnie de nos internautes Merci. et de notre public entre midi et deux. Merci à vous.